Janvier 2025. Une petite station de ski suisse, Davos. 3000 personnes débarquent. Mais ce ne sont pas des touristes ordinaires. Ce sont les présidents, les premiers ministres, les PDG des plus grandes entreprises mondiales, les milliardaires, les banquiers centraux, les intellectuels les plus influents. Pendant 4 jours, ils vont se réunir, discuter, négocier, décider, derrière des portes closes, dans des salles réservées, loin des caméras, loin du public. Que font-ils là ? Officiellement, ils sont là pour améliorer l'état du monde, pour discuter des grands défis, le climat, les inégalités, la technologie, la paix mondiale. Mais officieusement, ils sont là pour façonner les règles du jeu économique mondial, pour décider qui gagne et qui perd, pour orienter les politiques des États, pour influencer le cours de l'histoire. Et vous n'êtes pas invité. Vous ne saurez jamais exactement ce qui s'est dit dans ces réunions. Vous découvrirez les décisions des mois plus tard, quand elles affecteront votre vie, votre travail, votre pouvoir d'achat, votre avenir. Chaque année, le Forum économique mondial de Davos réunit une poignée de personnes qui concentrent entre leurs mains un pouvoir économique et politique colossal. Certains les appellent l'élite mondiale. D'autres parlent du club de Davos. D'autres encore évoquent un gouvernement de l'ombre. Qui sont ces gens ? Quel pouvoir ont-ils vraiment ? Et surtout, dans l'intérêt de qui prennent-ils leurs décisions ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui détient réellement l'économie mondiale, comment Davos est devenu le lieu où se décide le futur économique de la planète. Et pourquoi vous devriez vous inquiéter de ce qui se passe dans cette petite ville suisse chaque mois de janvier ? Si cette question vous fascine, abonnez-vous à La Monnaie Souveraine. Chaque semaine, nous décryptons les mécanismes de pouvoir économique que personne ne vous explique. Commençons par le commencement. C'est quoi Davos ? C'est quoi le Forum économique mondial ? Le Forum économique mondial, ou World Economic Forum en anglais, a été créé en 1971 par un professeur d'économie allemand, Klaus Schwab. Au départ, c'était une simple réunion de chefs d'entreprise européens. C'est devenu le rendez-vous incontournable de l'élite mondiale, le lieu où se croisent le pouvoir politique et le pouvoir économique, où les présidents serrent la main des milliardaires, où les ministres négocient avec les PDG. Aujourd'hui, Davos rassemble chaque année environ 3000 participants. Qui sont-ils ? Environ 60 chefs d'État et de gouvernement, 300 ministres, 1000 PDG des plus grandes entreprises mondiales. Pour participer, il faut être membre du Forum économique mondial. Et devenir membre coûte cher, très cher. L'adhésion de base pour une entreprise, 60 000 € par an. Donc déjà, premier filtre. Seuls les très riches peuvent jouer. Les petites entreprises, les associations citoyennes, les syndicats, les mouvements sociaux, ils ne peuvent pas se permettre le ticket d'entrée. Le Forum économique mondial se présente comme une organisation à but non lucratif. Ça sonne bien, non ? Qui peut être contre l'amélioration du monde ? Le problème, c'est que cette amélioration est définie par qui ? Par les milliardaires qui financent le forum, par les PDG qui en sont membres, par les gouvernements qui participent, pas par vous, pas par les citoyens ordinaires, pas par les travailleurs, pas par les pauvres. Donc l'amélioration du monde selon Davos, c'est souvent l'amélioration du monde pour les riches, pour les grandes entreprises, pour l'élite mondiale. Côté entreprise, les PDG de Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla. Côté finance, les patrons des plus grandes banques centrales, la présidente de la Banque centrale européenne. Donc voilà, en un seul endroit, pendant 4 jours, vous avez les gens qui contrôlent l'économie mondiale, ceux qui décident des taux d'intérêt, ceux qui fixent les règles du commerce, ceux qui orientent les investissements. Et ils sont là pour discuter, pas en public, en privé, dans des réunions fermées, sans journalistes, sans transparence, sans compte-rendu officiel. Bien sûr, il y a des sessions publiques, des discours diffusés en direct, des interviews données aux médias, mais ce n'est que la vitrine. Les vraies discussions, celles qui comptent, se passent ailleurs, dans les couloirs, dans les salons privés, pendant les dîners, loin des caméras. Et c'est là que les décisions importantes se prennent. Et quand ces gens se mettent d'accord sur quelque chose à Davos, ça devient souvent la politique mondiale dans les mois qui suivent. Exemple concret, en 2020, à Davos, Klaus Schwab lance l'idée de la grande réinitialisation, The Great Reset en anglais. L'idée ? Profiter de la crise du Covid pour repenser le capitalisme, pour construire un système économique plus durable, plus inclusif, plus vert. Quelques mois plus tard, cette idée est reprise par des dizaines de gouvernements, par l'Union européenne, par le Fonds monétaire international. Ça devient un discours officiel, un agenda politique. Coïncidence ? Non. Influence. Les gens qui étaient à Davos en 2020 sont rentrés chez eux et ont mis en œuvre ce qui avait été discuté. Autre exemple. Dans les années 1990, Davos devient le lieu où se promeut la mondialisation néolibérale. L'idée que les frontières doivent s'ouvrir, que le commerce doit être libre, que les capitaux doivent circuler sans entrave, que les États doivent se retirer et laisser les marchés décider. Cette idéologie, discutée et promue à Davos, devient la politique dominante dans le monde entier pendant 30 ans. L'Organisation mondiale du commerce est créée.
Les accords de libre-échange se multiplient. Les réglementations sont démantelées. Les privatisations se généralisent. Tout ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de décisions prises par des élites qui se retrouvent chaque année à Davos pour coordonner leur vision du monde. Donc oui, Davos n'a pas de pouvoir légal. Mais il a un pouvoir d'influence énorme. Peut être même plus puissant qu'un pouvoir légal, parce qu'il est invisible, non élu, non contrôlé, non démocratique. Maintenant qu'on a compris ce qu'est Davos, posons-nous la vraie question. Qui détient réellement l'économie mondiale ? Comment le pouvoir économique est-il réparti sur la planète ? La réponse va vous choquer. Le pouvoir économique mondial est concentré dans les mains d'une toute petite minorité, de pays, d'entreprises, d'individus. Commençons par les pays. En 2025, il y a 195 pays dans le monde. Mais combien comptent vraiment économiquement ? Une dizaine, pas plus. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne dans son ensemble, le Japon, l'Inde. Ces 5 entités représentent à elles seules environ 70% du PIB mondial. 70%. Presque 3/4 de toute la richesse produite sur Terre. Donc en réalité, une centaine de pays, souvent les plus pauvres, représentent 10% de l'économie mondiale. C'est pour ça qu'on parle du G7 ou du G20, pas du G195. Parce que 7 ou 20 pays suffisent pour prendre les décisions qui affectent toute la planète. Et ces pays, où se retrouvent-ils pour discuter ? À Davos, parmi d'autres lieux bien sûr. Mais Davos est devenu un passage obligé. Maintenant, regardons les entreprises. Combien d'entreprises contrôlent l'économie mondiale ? Il existe des millions d'entreprises dans le monde, des petites boutiques, des artisans, des PME. Mais le pouvoir économique réel, il est dans les mains de quelques centaines de multinationales géantes. Et ces 500 entreprises sont souvent contrôlées par un nombre encore plus restreint d'actionnaires. Des fonds d'investissement géants, BlackRock, Vanguard, State Street. Ces 3 entreprises à elles seules détiennent des participations massives dans presque toutes les grandes entreprises mondiales. BlackRock gère environ 10 000 milliards de dollars d'actifs. 10 000 milliards. C'est plus que le PIB de tous les pays du monde, sauf les 3 plus riches. Une seule entreprise contrôle plus de richesses que presque tous les États de la planète. Et le PDG de BlackRock, Larry Fink. Il est à Davos chaque année. Quand il parle, les gouvernements écoutent. Quand il investit, les marchés suivent. Maintenant, regardons les individus. Combien de personnes possèdent vraiment la richesse mondiale ? En 2025, il y a environ 8 milliards d'humains sur Terre. Combien sont milliardaires ? Environ 2700. Et ces 2700 milliardaires possèdent ensemble environ 14 000 milliards de dollars. C'est presque 15% de toute la richesse mondiale, détenue par 0,00003% de la population. Les 1% les plus riches possèdent environ 45% de la richesse mondiale, presque la moitié. Les 10% les plus riches, 75%, 3/4 de tout ce qui existe. Et les 50% les plus pauvres de l'humanité, ils possèdent environ 2% de la richesse mondiale. C'est une concentration de richesse et de pouvoir inimaginable, historiquement inédite. Et où se retrouvent ces ultra-riches ? À Davos, bien sûr, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, tous à Davos, régulièrement, pour discuter avec les présidents et les premiers ministres, d'égal à égal, voire de supérieur à inférieur, parce que souvent ces milliardaires ont plus de pouvoir réel que bien des dirigeants politiques. Que leur succès profite à tout le monde parce qu'ils créent des emplois, des innovations, de la croissance. Le problème, c'est que les données montrent le contraire. Depuis 40 ans, les riches deviennent exponentiellement plus riches, mais les pauvres et la classe moyenne stagnent, les inégalités explosent. Le ruissellement ne fonctionne pas, ou plutôt, il fonctionne à l'envers. C'est un ruissellement vers le haut, de la richesse créée par les travailleurs qui est captée par les propriétaires. Et cette concentration de richesse se traduit par une concentration de pouvoir. Quand vous avez des milliards de dollars, vous pouvez financer des campagnes électorales, vous pouvez acheter des médias, vous pouvez embaucher des lobbyistes, vous pouvez influencer les lois. Vous pouvez façonner l'opinion publique. Vous devenez plus puissant qu'un gouvernement, parce qu'un gouvernement change tous les 4 ou 5 ans. Mais vous restez. Votre pouvoir est permanent, non élu, non contrôlable. Et c'est exactement ce qui se passe à Davos. Des gens qui ont un pouvoir économique colossal se réunissent avec des gens qui ont un pouvoir politique formel. Et ensemble, ils décident des règles du jeu. Exemple concret, la fiscalité des multinationales. Pendant des décennies, les grandes entreprises ont réussi à payer de moins en moins d'impôts. Comment ? En jouant sur la concurrence fiscale entre pays. Résultat, Amazon, Google, Apple paient souvent moins de 10% d'impôts sur leurs profits mondiaux, parfois moins de 5%, alors que les PME et les salariés paient 25% à 40%. Pourquoi les gouvernements ont laissé faire ça pendant si longtemps ? Parce que les multinationales avaient le pouvoir. Et où ces discussions avaient-elles lieu ? Entre autres à Davos. Finalement, en 2021, sous la pression publique, un accord international a été trouvé pour imposer un impôt minimum de 15% sur les multinationales. C'est un progrès, mais 15%,
c'est encore très faible. Autre exemple, le changement climatique. Tout le monde sait que c'est le défi majeur du XXIe siècle, que si on ne fait rien, les conséquences seront catastrophiques. Inondations, sécheresses, famines, migration massive, effondrement des écosystèmes. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? Très peu. Pourquoi? Parce que agir contre le changement climatique nécessite de réduire les émissions, et ça veut dire réduire la production et la consommation de pétrole, de gaz, de charbon. Mais les entreprises pétrolières sont parmi les plus riches et les plus puissantes du monde. Et elles ont utilisé leur pouvoir pour bloquer toute politique climatique ambitieuse. En lobbying et en participant à des forums comme Davos, à Davos, les entreprises pétrolières parlent de transition énergétique, de neutralité carbone, d'investissement vert. Elles continuent à faire du lobbying pour affaiblir les réglementations environnementales. C'est ça, le pouvoir des multinationales. Elles peuvent dire une chose à Davos pour se donner une bonne image et faire exactement le contraire dans la réalité. Sans conséquence. Maintenant vous pourriez vous dire, tout ça c'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça change concrètement pour moi? En quoi le fait que des milliardaires se réunissent à Davos affecte ma vie quotidienne? La réponse? Énormément. Presque tout ce qui vous arrive économiquement est influencé par les décisions prises par cette élite mondiale. Votre salaire. Si votre pouvoir d'achat stagne ou baisse, c'est en partie parce que les politiques économiques favorisent le capital plutôt que le travail. Et ces politiques sont promues par l'élite de Davos. Votre emploi. Si votre usine ferme et délocalise en Chine ou au Vietnam, c'est à cause de la mondialisation néolibérale. Cette mondialisation qui a été théorisée, promue et mise en œuvre par les élites économiques mondiales, y compris à Davos. En réalité, les entreprises ont délocalisé pour payer moins les travailleurs. Les emplois industriels ont disparu en Occident, les salaires ont stagné, et les profits des multinationales ont explosé. Qui a gagné? Les actionnaires, les PDG, l'élite de Davos. Qui a perdu? Les travailleurs, la classe moyenne, vous. Votre logement. Si vous n'arrivez pas à acheter un appartement, c'est en partie à cause de la financiarisation de l'immobilier. BlackRock, Vanguard, State Street, ceux qui sont à Davos chaque année. Ils gagnent des milliards en faisant exploser les prix de l'immobilier. Pendant que vous ne pouvez plus vous loger décemment. Votre santé. Si les médicaments sont trop chers, c'est parce que l'industrie pharmaceutique a réussi à imposer des brevets très longs qui empêchent la concurrence des génériques. Auprès des gouvernements, auprès de l'Organisation mondiale du commerce, et en participant à des forums comme Davos, où elle peut promouvoir sa vision. Les PDG de Pfizer, Novartis, Sanofi sont régulièrement à Davos. Pendant la pandémie de Covid, les vaccins développés avec de l'argent public ont généré des dizaines de milliards de profits pour les laboratoires pharmaceutiques. Des millions de gens sont morts. Si vous avez l'impression que le monde va dans la mauvaise direction, que les inégalités explosent, que la démocratie s'affaiblit, que la planète brûle, c'est en grande partie à cause des politiques promues par l'élite mondiale. Cette élite a une vision du monde, une concentration extrême de richesse et de pouvoir, une explosion des inégalités, une dégradation de l'environnement, une précarisation du travail, un affaiblissement des services publics. Tout ça n'est pas un accident, c'est le résultat de choix politiques, de décisions prises par des gens qui se réunissent à Davos et dans d'autres lieux similaires pour coordonner leur vision du monde. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais est-ce qu'il y a des forces qui s'opposent à cette élite? Est-ce que quelqu'un défend les intérêts des travailleurs, des pauvres, des citoyens ordinaires? Oui, les syndicats, les mouvements sociaux, les ONG, les partis de gauche, tous essaient de défendre une vision différente du monde. Mais ils ont beaucoup moins de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup moins d'argent. Parce qu'ils n'ont pas accès au même cercle de pouvoir. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer 600 000 € pour participer à Davos. Donc leurs voix sont marginalisées. Au final, ce sont les milliardaires et les PDG qui ont l'oreille des présidents. C'est pour ça que les politiques économiques favorisent systématiquement le capital plutôt que le travail, les riches plutôt que les pauvres, les multinationales plutôt que les PME, les actionnaires plutôt que les salariés. Parce que ceux qui décident sont ceux qui ont le pouvoir. Et le pouvoir est concentré entre les mains d'une toute petite minorité qui se réunit chaque année à Davos pour coordonner sa domination. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Première leçon. L'économie mondiale n'est pas dirigée par les marchés libres. Elle est dirigée par une élite mondiale concentrée, une poignée de pays, quelques centaines de multinationales, quelques milliers de milliardaires. Et ils se coordonnent. Dans des lieux comme Davos, deuxième leçon, Davos n'a pas de pouvoir légal, mais il a un pouvoir d'influence colossal. Quand les présidents, les premiers ministres, les PDG, les banquiers centraux se réunissent pendant 4 jours pour discuter de l'avenir du monde, leurs discussions deviennent la politique mondiale dans les mois qui suivent. Troisième leçon. Cette élite ne représente pas vos intérêts. Elle représente ses propres intérêts. L'intérêt des riches, des propriétaires de capitaux, des multinationales. Pas l'intérêt des travailleurs, des pauvres, des citoyens ordinaires. Bien sûr, ils disent qu'ils veulent améliorer le monde, qu'ils veulent lutter contre les inégalités, contre le changement climatique, contre la pauvreté.
Ils tiennent de beaux discours. Ils lancent de belles initiatives. Depuis 40 ans que Davos existe, les inégalités ont explosé. Le changement climatique s'est accéléré. La précarité a augmenté. Les services publics se sont dégradés. 4e leçon. Ce système n'est pas démocratique. Personne n'a élu Klaus Schwab pour organiser Davos. Personne n'a voté pour que les milliardaires et les PDG décident des règles de l'économie mondiale. C'est un pouvoir autoproclamé. Dans une démocratie, le pouvoir devrait appartenir au peuple. Un homme, une voix. Mais dans le système actuel, $1, une voix. Celui qui a le plus d'argent a le plus de pouvoir. Et le peuple, il subit les décisions sans avoir son mot à dire. 5e leçon. Il y a des alternatives. Mais pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. 6e leçon. Vous avez un pouvoir, le pouvoir de comprendre, le pouvoir de ne plus croire les discours officiels, le pouvoir de voir à travers les manipulations. Quand un politicien vous dit « il n'y a pas d'alternative à ces politiques économiques », quand un PDG vous dit « ces réformes vont créer de l'emploi et de la croissance », vous savez maintenant que souvent, elles créent surtout des profits pour les actionnaires et de la précarité pour les travailleurs. 7e leçon. Le changement est possible, mais il nécessite de la mobilisation, de l'organisation, de la conscience collective. Mais depuis les années 1980, cette organisation collective s'est affaiblie. Et maintenant, on vit les conséquences. Une économie qui fonctionne pour les 1%, mais pas pour les 99%. Alors voilà ma question finale. Maintenant que vous savez que Davos réunit chaque année l'élite mondiale qui façonne l'économie dans son propre intérêt, qu'allez-vous faire ? Accepter que le monde soit dirigé par une poignée de milliardaires non élus, ou exiger que les décisions économiques majeures soient prises démocratiquement avec la participation de tous les citoyens ? Qui devrait décider de votre avenir économique ? Une élite qui se réunit dans une station de ski suisse, ou vous avec des millions d'autres citoyens, dans un processus démocratique transparent? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la Monnaie Souveraine. Chaque semaine, nous décryptons les mécanismes de pouvoir économique que personne ne vous explique. Plus on sera nombreux à comprendre comment le pouvoir économique fonctionne vraiment, plus on aura de chances de le reprendre.